Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire en direct et enregistré organisé par l'ESCP Alumni Santé en partenariat avec managersanté.com et je suis ravie de vous accueillir à nouveau en présence de Jean-Luc Stanislas. Bonsoir Jean-Luc. Parfait. Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire exceptionnel avec de nombreux participants qui nous ont rejoints, beaucoup de fidèles et puis naturellement des personnes qui se sont inscrites sur voilà cette nouvelle thématique et pour laquelle nous sommes vraiment très très heureux donc d'accueillir deux intervenants vraiment de grande qualité comme chacun de nos intervenants que nous avons l'habitude de recevoir et puis on aura le plaisir après les présentations de chacun d'entre eux de pouvoir commencer ce webinaire avec une thématique vraiment extrêmement intéressante. En tout cas, bonjour à tous et merci de votre fidélité, de votre présence. Tout à fait, cher Jean-Luc, merci beaucoup. Je remercie chaleureusement Bisense, la plateforme de référence en veille sur la e-santé qui soutient cet événement de ce soir. Je remercie chaleureusement l'ensemble des participants qui se sont inscrits en nombre, qui soient architectes, directeurs, institutionnels, professionnels de santé ou industriels qui se connectent de l'ensemble de la France et même de l'étranger. Alors aujourd'hui, la thématique est autour des innovations, du management et nous sommes ravis d'accueillir deux personnalités que vous connaissez certainement, deux directeurs d'hôpitaux. Donc je suis ravie d'accueillir Monsieur Rodolphe Bourré, directeur général du centre hospitalier de Valenciennes depuis 4 ans. Bonsoir Rodolphe Bourré et merci beaucoup de votre présence ce soir. Bonsoir. J'ai également le plaisir d'accueillir Yann Bubien, directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Bonsoir Yann Bubien et merci de votre présence ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à tous les deux d'avoir répondu favorablement à notre invitation ce soir. Alors, vos deux établissements sont au top des classements du point depuis plusieurs années. Donc, à la fois le premier CH de France depuis 2 ans et premier CHU de France 4 fois en 5 ans. Alors, la question qu'on va vous poser, c'est de nous dévoiler les secrets d'une telle performance, de donner votre avis sur les innovations, sur la place du territoire, sur la place de l'hôpital dans le territoire, mais peut-être dans un premier temps, avoir de vos nouvelles, des nouvelles de vos établissements. Rodolphe Bourré, comment ça se passe avec la crise, avec les nouvelles, avec ce contexte de vaccin au sein de votre établissement? Donc, notre établissement, il est à l'image des établissements des Hauts-de-France. Et les Hauts-de-France sont extrêmement touchés par cette troisième vague. Ils l'ont été par la première vague, ils l'ont été sur la deuxième vague, ils en sont sur la troisième vague. Entre-temps, on a eu aussi la Canibus, qui fait que ça fait 1 an que ces établissements sont sous pression. Après, sur le centre hospitalier de Valenciennes et aussi sur le territoire du Hainaut-Cambrésis, ça reste une situation qui est très tendue, notamment, vous le savez, sur les unités de soins aigus et la réanimation. On a des taux d'occupation qui sont sur à peu près 90%, mais on a une très bonne coordination territoriale. On a l'Agence régionale de santé qui régule avec les autres établissements. Donc, c'est une situation qui est globalement maîtrisée, mais qui reste compliquée, tendue. Voilà, donc c'est quelque chose qui est en cours et sur lequel on fait face. Et on fait d'autant plus face au centre hospitalier de Valenciennes que notre modèle de management, on y reviendra sûrement, nous aide à gérer cette situation, puisqu'on a un modèle de management qui est très décentralisé, très médicalisé. Et c'est vrai que les décisions sont prises au niveau des acteurs de terrain et ça nous aide beaucoup à pouvoir répondre à cette crise sanitaire. Merci pour ces actualités, Rodolphe Bourré. Cher Yann, comment ça se passe de votre côté? Écoutez, à Bordeaux, on est dans une situation un peu différente parce que la Nouvelle-Aquitaine est la région qui a été la moins touchée depuis le début de l'épidémie, même si le CHU de Bordeaux a reçu le premier patient Covid français le 24 janvier l'an dernier. Mais c'est vrai que si nous avons connu les 3 vagues successives,
elles ont été beaucoup moins fortes que dans les autres régions. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le CHU de Bordeaux a accueilli à 15 reprises des patients qui venaient du Grand Est, des Hauts-de-France, de la région parisienne ou de la région lyonnaise. Donc aujourd'hui, la situation est tendue parce que on est plein, les services de réanimation sont pleins, pas seulement de Covid, hein, mais parce que l'activité a repris. Il faut pas oublier que après tous ces mois de retard dans les prises en charge, il a fallu aussi reprendre l'activité de plus belle et aujourd'hui, les blocs opératoires sont pleins. Donc, on a des réanimations qui sont pleines. C'est assez tendu aussi parce que le personnel est plutôt fatigué d'avoir ces vagues successives, de travailler aussi longtemps. On a beaucoup d'heures supplémentaires, on a beaucoup de personnel qui sont fatigués et donc il faut le prendre en compte. Donc aujourd'hui, la situation est tendue à Bordeaux, mais elle est moins difficile que dans d'autres endroits, même si on voit que effectivement cette troisième vague que l'on annonce est en train d'arriver très progressivement à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup, cher Yann. Alors, nous allons commencer notre échange en parlant des innovations et surtout du territoire et du rôle de l'hôpital en tant qu'entreprise, en tant que laboratoire, dans l'accompagnement des startups ou des structures innovantes. Comment voyez-vous cet accompagnement et comment les CH ou les CHU pourraient favoriser ces innovations dans le territoire? Rodolphe. Alors, l'hôpital, c'est un acteur, c'est ce qu'on essaye de faire passer comme message, c'est un acteur médico-économique et social de son territoire. C'est souvent le plus gros employeur de son territoire. C'est aussi celui qui a le plus de liens avec les universités, avec les industriels, avec les entreprises locales. Sur le territoire du Hainaut-Cambrésis, par exemple, on a des entreprises, par exemple Toyota, Bombardier, des grandes entreprises. On a également une université. Donc, c'est vrai que c'est important de créer de la valeur et de faire sortir l'hôpital de ses murs. C'est toujours ce que l'on dit. Et ça, on ne peut le faire effectivement qu'en ayant une vraie culture de l'innovation. Alors, nous, en tant que centre hospitalier général, c'est vrai qu'on est très porté sur l'innovation. On a un peu plus de mal à être porté sur la recherche, puisque on n'est pas un établissement hospitalo-universitaire et donc on n'a pas d'hospitalo-universitaire. Donc, ce domaine-là, je le laisserai s'exprimer Yann avec son CHU qui est souvent premier dans les classements fort chercheurs. Mais j'ai quand même une expérience relativement importante des établissements hospitalo-universitaires, puisque j'ai été dans des établissements comme les Hospices civils de Lyon, Marseille, Montpellier ou Grenoble. Et c'est vrai que c'est extrêmement moteur de travailler avec tout le tissu industriel pour pouvoir mettre en œuvre des projets qui ont des vraies valeurs pour le territoire et qui permettent de créer justement de l'emploi, de créer de l'innovation, de créer des filières propres à la santé. Et la santé, c'est un projet, on le voit, c'est un sujet qui est extrêmement moteur et prioritaire pour en tant que citoyen. Merci beaucoup, cher Rodolphe Bourret. Cher Yann, qu'en pensez-vous? D'autant plus qu'on dit que la région Aquitaine et Bordeaux serait la future Silicon Valley. Oui, c'est vrai. Et effectivement, c'est le cas. En tout cas, j'espère que ce sera de plus en plus le cas, mais on en reparlera. En fait, effectivement, vous avez raison, en Nouvelle-Aquitaine, il y a un écosystème, hein. Un écosystème parce que les collectivités territoriales, et notamment la région Nouvelle-Aquitaine, s'est fortement investie sur le sujet des startups et de l'innovation. Voilà. Pour ce qui concerne le CHU de Bordeaux, l'innovation, elle est partout. L'innovation, elle est évidemment en matière de médical, en matière de soins, en recherche. En CHU, évidemment, on a des liens privilégiés avec l'université, avec les facultés de médecine, de pharmacie, d'odontologie, avec les écoles paramédicales, évidemment, qui sont chez nous. Les innovations, elles sont très variées. Ça peut être des innovations recherche, soins, des innovations managériales, des innovations aussi en matière de nouvelles technologies, de systèmes d'information.
Donc, on pourra y revenir si vous le souhaitez, mais ce qui compte, comme le disait Rodolphe à l'instant, à la fois, on a un travail sur la recherche, puisque ça fait partie des 3 missions fondamentales de tout centre hospitalier universitaire, et c'est notre lien avec l'université. Ça se fait via des directions de la recherche et de l'innovation, ce qu'on appelle les DRCI, qui existent dans tous les CHU et qui s'occupent du volet recherche médicale comme paramédicale d'ailleurs. Et puis, il y a tout le reste en innovation. Et moi, depuis que je suis arrivé au CHU de Bordeaux, il y a 1 an et demi, j'ai créé un cercle de l'innovation. Un cercle de l'innovation qui est là pour travailler avec l'ensemble des médecins, mais aussi des soignants qui ont des projets innovants, un projet, une application en santé, un dispositif médical, quelque chose de très nouveau qu'ils viennent nous présenter dans un cercle un peu informel, mais néanmoins très aguerri à l'innovation. Et nous travaillons ensemble, non pas seuls au CHU, mais avec les collectivités territoriales, avec des startups, avec des managers et qui ont développé des projets innovants. Et on essaye de faire émerger tout ce travail. Et c'est ce qu'on va faire au CHU de Bordeaux. On a aujourd'hui un très bel hôtel-dieu qui s'appelle l'hôpital Saint-André à Bordeaux. Et dans le grand projet que j'ai et que nous allons construire au CHU de Bordeaux de rénovation et de reconstruction de l'ensemble de l'hôpital, eh bien, on va créer au sein du cloître, au sein de cet hôpital Saint-André, un incubateur, un développeur de start-up en santé, avec des partenaires que sont la région, bien sûr, et les autres collectivités, puis évidemment des entreprises privées, de manière à développer les projets en santé du CHU de Bordeaux et des médecins ou paramédicaux qui ont envie de s'engager dans ces projets-là. Moi, je crois que c'est l'avenir. Je pense que c'est de l'attractivité, c'est fidéliser également le personnel, et puis c'est être innovant au service de la population et des citoyens. Merci beaucoup, Yad et Rodolphe, pour votre présentation justement sur cette première thématique centrée sur les innovations. Une thématique vraiment porteuse, hein, puisque ce soir sont présents beaucoup d'industriels, beaucoup d'entreprises, beaucoup de start-up. Une des questions qui est assez présente parmi ces acteurs, c'est de savoir finalement comment faciliter, je dirais, l'immersion de ces entreprises à l'intérieur des établissements de santé, en particulier l'hôpital de façon générale et le CHU de manière spécifique. Mais est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que l'innovation permet de faciliter finalement la mise en œuvre d'un certain nombre de projets extrêmement innovants sur le plan des nouvelles technologies, par exemple, que ce soit en CHU ou à l'hôpital? Est-ce que le contexte actuel est facilité par la crise sanitaire? Alors peut-être, Rodolphe, qu'en pensez-vous? D'abord, pour rebondir sur ce que disait Yann, l'innovation, elle doit vraiment être portée également par les centres hospitaliers généraux. On a la capacité de pouvoir créer cette innovation et en même temps la tester. Et donc, il faut pas, parce qu'on n'est pas sûr avec des départements propres d'innovation, qu'on nous occulte cette possibilité. Bien au contraire, il faut qu'on la saisisse. Et il y a beaucoup de centres hospitaliers généraux et des collègues qui saisissent cette opportunité pour tester des tas de solutions, pour être très innovants dans leur mode de pratique, soit effectivement sur des pratiques de soins, soit sur les pratiques managériales, soit sur les pratiques technologiques. Et donc, en fait, il faut travailler en complémentarité, les centres hospitaliers généraux, les centres hospitaliers universitaires, et ça permet justement de créer un maillage sur notre territoire réparti. Ce qui est difficile, c'est justement cette répartition. C'est qu'à un moment donné, les ressources, elles sont un peu inégales en fonction des établissements. C'est vrai que les centres hospitaliers généraux n'ont pas des dotations particulières pour se lancer dans l'innovation. En fait, on le fait sur nos fonds propres, bien souvent. Et donc, puisque nous, on est un établissement qui est plutôt orienté, enfin, on est des établissements dont la mission, c'est le soin. Et donc, quand on se lance sur de l'innovation, certes, on peut avoir un impact direct, mais aussi, on a un investissement en temps qui peut être important. Et cet investissement en temps, on le prend sur notre mission première, qui est le soin.
Mais on est capable de faire des innovations qui sont tout à fait percutantes. Par exemple, nous, l'innovation, elle est également à plusieurs niveaux dans notre établissement. C'est parce qu'un ADN de notre projet d'établissement, il est dans la partie médicale, dans la partie technologique, dans la partie administrative. Je donne un exemple sur le soin. Par exemple, on a travaillé beaucoup sur l'intelligence artificielle avec un logiciel de prédiction au niveau des urgences, où on est capable de travailler et d'avoir des prédictions à 7 jours avec un taux de fiabilité à peu près à 90% sur notre prédiction de flux. Et ça permet d'anticiper justement cette gestion du flux, y compris en période Covid. Donc, on voit qu'il n'y a pas une antinomie dans la période du Covid et dans la période non-Covid. En fait, l'innovation, elle doit être présente à tout niveau de la vie d'un établissement et quelles que soient les crises, parce que ça fait partie de notre travail et puis ça améliore aussi nos conditions de travail. Et en même temps, ce logiciel d'intelligence artificielle, je cite cet exemple, mais je pourrais en citer plein d'autres, ça nous permet de mettre en situation l'établissement, c'est-à-dire que si on arrive à prédire le flux au niveau des urgences, on arrive à prévoir les ressources humaines qui vont avec, mais en même temps, on arrive à prévoir le stockage des médicaments, on arrive à prévoir les examens de radiologie, on arrive même à prévoir le type de patients qui arrivent aux urgences pour éventuellement pouvoir les mettre au mieux dans des lits d'hospitalisation qui sont préparés parce qu'ils savent, parce que ce logiciel nous dit on va avoir tant de personnes âgées, tant de patients atteints de problèmes cardiaques, etc. Donc, l'innovation est extrêmement importante. Et comment on peut faire pour travailler avec des industriels, qui était l'objet de votre question? Eh bien, je dirais ça se fait un peu par opportunité. Par exemple, pour ce logiciel tel que je viens de vous citer, j'ai fait une veille technologique à un moment donné dans un congrès. J'ai rencontré une société qui était une société suisse qui travaillait sur un autre sujet que sur la santé, travaillait plutôt sur des sujets tournés sur des processus militaires. Et puis, en discutant avec eux, ils avaient une volonté de porter leur projet sur le domaine médical. On y a trouvé une attention réciproque et petit à petit, ça s'est déployé avec bien évidemment une vraie volonté médicale au centre hospitalier de Valenciennes de se lancer dans cette innovation. On fait ça sur les infections nosocomiales, on fait ça sur des projets pharmaceutiques. Par exemple, on a un très, très gros projet pharmaceutique qui s'appelle PharmaIA, sur lequel on est sur de la prédiction pharmaceutique et sur la meilleure distribution possible avec les interactions médicamenteuses. Et là, on travaille avec une société parisienne et également on a fait appel à des financements qui sont des financements via des ACTT, par exemple, pour pouvoir financer cette innovation. Donc, les centres hospitaliers généraux sont un vivier d'innovation et il faut les considérer en tant que tels. Et peut-être, si j'avais un message à dire, les aider un peu plus. Merci beaucoup pour ce message tout à fait important. Alors, ce que vous soulignez évidemment, c'est le pragmatisme et les opportunités en tout cas de synergie, hein, donc à l'échelle d'un territoire. C'est ce que vous avez évoqué, Rodolphe. Donc, il faut les saisir dans un contexte évidemment de raréfaction des ressources, mais en même temps peut-être aussi des synergies possibles. Et vous avez donné des illustrations extrêmement concrètes. Donc, l'innovation n'empêche pas, permet la créativité, même si évidemment il n'y a pas forcément, et vous le dites très très bien, les soutiens qui pourraient tout à fait être proposés. Alors, Yann, dans votre environnement, donc effectivement, donc au niveau du CHU de Bordeaux, et puis peut-être plus à l'échelle aussi du territoire, comment vous intégrez donc cette question finalement des innovations à travers notamment des opérations probablement d'investissement importants, et on a cru lire ces derniers temps en tous les cas de belles opérations en tous les cas sur un calendrier pluriannuel, et pour lequel vous avez en chantier donc de belles perspectives en matière d'innovation. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Je voudrais dire juste en préambule que depuis cette épidémie, c'est vrai qu'elle a été quand même aussi elle a été facteur certes d'épuisement, de travail très important pour les hôpitaux, mais elle a été aussi facteur d'innovation, puisqu'on a vu qu'en quelques jours, on réussissait à s'organiser
à faire des webinaires, à faire des réunions en visio, ce qui nous semblait impossible avant. On n'a jamais fait autant de télémédecine, de téléconsultation, de téléexpertise au CHU Bordeaux que depuis un an, alors même que parfois ça paraissait très difficile, voire impossible pour certains praticiens. Et bien tout à coup, c'est non seulement devenu possible, mais c'est devenu la règle. Et même certains y ont pris goût et ont vu que ça avait des avantages. Voilà, je passe simplement et je reviens au sujet dont vous me parlez. Alors effectivement, le CHU de Bordeaux se lance dans un très grand projet, un projet de reconstruction, de rénovation de l'ensemble du CHU. Un CHU qui est très important, hein. C'est un CHU, il y a 14 200 personnes qui y travaillent. Il y a plusieurs sites, dont 3 sites principaux sur l'ensemble de l'agglomération, parce qu'en plus, on a beaucoup de terrain et entre l'hôpital Saint-André, l'hôpital Pellegrin, l'hôpital Sud avec Olévêque et Xavier Arnozan, plus l'EHPAD de Lormont, plus l'hôpital, la direction générale et d'autres bâtiments que nous avons aussi par ailleurs. Donc on a tout un travail à mener avec les collectivités territoriales, parce que bien sûr, nous appartenons à un territoire, et dans ce territoire, nous avons plusieurs communes qui sont concernées, les communes de Bordeaux, de Pessac, de Talence, de Lormont, qui sont concernées par nos projets, et évidemment la métropole bordelaise, le département, la région, voilà. Donc il y a tout un contexte extrêmement important, des travaux à la hauteur de 1 milliard d'euros, un peu plus d'1 milliard d'euros sur 10 ans, des grands travaux que nous commençons, que nous démarrons. Nous lançons toutes les études, tous les travaux de maîtrise. Évidemment, aujourd'hui, nous sommes avec des programmistes pour travailler sur tous ces travaux. Donc, évidemment, il va falloir beaucoup d'innovation parce que ce qui compte aujourd'hui, et on l'oublie souvent, c'est qu'un projet architectural, c'est d'abord un projet médical. C'est un projet médico-soignant. Et ce projet architectural, il doit être le reflet de ce projet médico-soignant. Et donc aujourd'hui, on travaille là-dessus et on doit bien sûr intégrer toutes les innovations avec la difficulté que tout directeur d'hôpital connaît quand il construit un nouvel établissement. C'est que comme il faut 5 à 10 ans pour reconstruire quelque chose, et bien évidemment, entre le moment où on prend la décision et le jour où on coupe le ruban, eh bien, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup d'innovations médicales, techniques, technologiques, pharmaceutiques sont arrivées et il faut en tenir compte au maximum. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons lancé tout le projet d'établissement, le projet médical, le projet médico-soignant, le projet recherche. Et donc, nous sommes en train de travailler sur ce projet pour accompagner, évidemment, notre projet architectural, qui n'est pas qu'un projet architectural, mais qui est aussi un projet de réorganisation de l'ensemble des soins sur le territoire, puisque je vous l'ai dit, nous avons beaucoup de communes. Et donc, l'innovation, elle en fait partie intégrante avec évidemment toute la réglementation qui va avec, que ce soit la réglementation environnementale, la réglementation sur la sécurité, la réglementation évidemment sur les zones urbaines. Et donc, on a tout un travail qui est en train d'être mené aujourd'hui. C'est un énorme travail qu'on est en train de mener, mais qui est passionnant. Voilà, donc on pourra en rediscuter si vous voulez, mais on a 10 ans de travaux et plus d'1 milliard de travaux. Vous faites une excellente transition, cher Yann Bubien, puisque dans la prochaine partie, on souhaitait vous interroger relativement à l'hôpital du futur et votre vision de l'hôpital du futur, à commencer par la conception. Donc, j'ai eu la joie d'assister à une de vos interventions aux Journées de l'architecture en santé. Je pense que vous y reviendrez plus tard, notamment concernant le BIM. Rodolphe Bourret, quelle est votre vision de l'hôpital de demain, de la conception de l'hôpital de demain et des réflexions à mener de façon architecturale ou fonctionnelle? Surtout, comme le disait tout à l'heure Yann Bubien, il y a un tel décalage qu'au moment de la livraison, on se rend compte que les hôpitaux sont déjà obsolètes. Comment vous voyez les choses? Alors nous, on est aussi en pleine réflexion, mais à une moindre mesure, bien évidemment, sur notre schéma directeur immobilier. Et donc, on est en train de se poser effectivement des questions d'un hôpital du futur, du moins aménagé à partir de bases existantes. C'est vrai que la première question, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire de cet hôpital. Donc, c'est vrai que ça tourne autour du projet médical et également, ça questionne sur la crise sanitaire. Donc, on voit bien que la crise sanitaire bouge aussi un peu les lignes qui
qui sont les lignes de la réflexion médicale, mais aussi des lignes organisationnelles, des flux. Et je pense qu'un des gros enjeux de l'hôpital de demain, c'est de pouvoir gérer les flux. Et donc, il faut absolument avoir un hôpital qui s'adapte à différents flux, qui peut être des flux tout à fait de normalité, voire des flux exceptionnels, voire des flux très spécifiques. Et donc, le domaine des flux est extrêmement important, de façon à mieux réguler l'arrivée des patients, mieux réguler le parcours de soins. Et c'est un parcours de soins qui est pas obligatoirement un parcours rien qu'hospitalier. Et donc, c'est surtout là-dessus qu'il faut essayer de réfléchir, et un petit peu la complexité des enjeux, c'est que maintenant, on raisonne au niveau du territoire. On a des filières de soins et des parcours de soins qui sont territoriaux, avec des établissements supports, des établissements partis dans les groupements hospitaliers de territoire. Et puis également, on a toute une coopération des établissements entre eux, qui soient des établissements publics ou des établissements privés, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux, et puis également dans le parcours de soins, il y a également toute l'activité libérale qu'il va y avoir. Et par exemple, on le voit, je donne là aussi un exemple, on est avec des médecins généralistes, on a une maison de santé juste en face les urgences, et ça nous aide également à pouvoir réguler notre flux. Donc, on voit que cette gestion du flux est extrêmement importante, la collégialité est extrêmement importante. Donc, la problématique, c'est d'avoir un hôpital qui est le plus agile possible et le plus capable de sortir hors des murs. Par exemple, les établissements supports sont aussi en train de réfléchir, ou certains établissements sont en train de réfléchir sur des plateformes logistiques pour pouvoir distribuer des territoires. Donc, on l'a vu, par exemple, au niveau du Covid, il y a eu des distributions, et par exemple, notre PUI, notre pharmacie, elle distribue l'ensemble des stocks de vaccins aux établissements, que ce soit des établissements privés, que ce soit des établissements publics, que ce soit même des libéraux. On a mis en place des plateformes vaccinales également, il faut distribuer les vaccins. Donc, on voit vraiment qu'on a une complexité du milieu qu'il faut envisager. Donc, l'hôpital de demain, en fait, ça va être, à mon avis, un hôpital le plus banalisé possible, et qui devra être capable de se spécifier en fonction des besoins et répondre à la demande. Donc, c'est plus un hôpital géographique, en fait, c'est un hôpital qui aura effectivement des bases géographiques, mais qui devra surtout raisonner en réseau et se positionner avec des différents partenaires, voilà, qui seront des partenaires relais. Parfait, merci beaucoup, cher Rodolphe. En plus, c'est bien parce que vous abordez la question de l'agilité, et c'est vrai que dans un contexte temporel, pas facile quand même de pouvoir garder cette ligne directrice. Alors justement, Yann, dans un contexte centre hospitalier universitaire, c'est-à-dire vraiment plutôt des infrastructures extrêmement importantes, la question est identique, hein, c'est-à-dire comment vous voyez l'hôpital du futur dans ce périmètre et dans cette configuration quand même, notamment un peu particulière des CHU. Alors, quelle est votre perspective? Est-elle dans le prolongement de ce qu'évoque Rodolphe? Ou alors est-ce que vous avez une vision complémentaire, mais qui est un peu inédite dans le contexte de la transformation que vous avez juste évoqué tout à l'heure, hein, sur le calendrier décennal. Donc, comment vous voyez l'hôpital du futur, notamment à l'échelon d'un CHU sur un territoire que vous connaissez parfaitement bien? Voilà, allez-y. Bah écoutez, c'est difficile de prédire ce que sera l'avenir, puisque tout le monde s'est toujours trompé. Surtout à 5-10 ans, c'est extrêmement compliqué. Mais simplement, quand même, on peut avoir quelques idées simples. Et moi, je pense qu'en la matière, il faut avoir des idées assez simples. D'abord, pour moi, il faut avoir les critères les plus simples possibles. Et le premier critère, c'est l'utilité de l'établissement de santé, de l'hôpital, quel qu'il soit un petit, un moyen, un gros, qu'il soit universitaire ou pas. Donc l'utilité, c'est voir la volumétrie provisionnelle, voir ce dont on aura besoin, qui sera utile pour les citoyens, pour les patients dans les années qui viennent, avec de travailler vraiment sur la réelle activité
que nous aurons avec des indicateurs de qualité, évidemment, de sécurité des soins, un impact environnemental et social de l'investissement qui doit être le plus adapté possible. Et aujourd'hui, il faut penser à la qualité de vie au travail des personnels. Mais moi, l'hôpital du futur, je le vois notamment en CHU. Et pour les gros centres hospitaliers, c'est exactement la même chose. C'est d'abord un plateau technique ultra performant, le meilleur qui soit. Et depuis que je suis arrivé au CHU de Bordeaux, je ne cesse d'investir sur les derniers outils numériques comme tous les investissements. Et par exemple, on a acheté 2 nouveaux robots, ce qui fait 4 robots aujourd'hui chirurgicaux, et on travaille également tout ce qui est radiologie interventionnelle, etc. Moi, je pense que l'hôpital du futur, c'est avant tout un plateau technique ultra performant, et autour de ce plateau technique, être le plus humain, le plus humanisant possible, à la fois sur les conditions de travail, la qualité de vie au travail, mais également sur l'accueil des patients, sur l'hébergement, travailler à avoir un accueil le plus adapté possible, le plus réconfortant possible, le tout dans un environnement qui doit être le plus environnemental, le plus social, avec une responsabilité qui est extrêmement importante sur un territoire donné, parce que, comme on le disait tout à l'heure, l'hôpital, c'est le premier employeur de la ville, du département, de la région. Le CHU de Bordeaux, c'est 14 200 personnes, c'est le premier employeur de Nouvelle-Aquitaine. Et donc, nous avons une responsabilité sur tous ces domaines-là, il ne faut pas les oublier. Donc, vous voyez, un plateau technique très puissant et autour, un établissement très accueillant, que ce soit pour les professionnels comme pour les patients. Merci beaucoup. Donc là, vous mettez l'accent, Yann, sur la puissance technologique, en tous les cas, hein, donc centré sur le plateau technique, et puis Rodolphe sur la question de l'agilité à l'échelle d'un territoire, mais avec tous les deux une vision quand même autour de la question de l'utilité, de la pertinence, du pragmatisme, de l'efficacité. Je n'ose pas employer une expression bien connue, quoi qu'il en coûte, puisque ce n'est pas forcément la question qui est posée, mais on voit bien que si la perspective, elle est plutôt centrée sur l'efficience, et bien donc du coup, les différents leviers sont intéressants à explorer, en tout cas dans un contexte de maillage territorial. Alors, on aurait beaucoup de choses à dire parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées, donc on va ouvrir dans quelques minutes la parole aux questions qui sont posées, mais Nada, je te laisse reprendre peut-être la parole pour aborder peut-être soit une question complémentaire ou la troisième grande partie pour après effectivement rythmer un petit peu nos échanges avec les nombreuses questions qui sont déjà à la porte. Voilà. Tout à fait. Donc nous allons, avant peut-être de passer à notre troisième partie, moi ce que je retiens de votre vision, de vos visions, c'est que vous partagez dans tous les cas le fait que l'hôpital doit absolument s'adapter à l'environnement, doit s'adapter aux professionnels et aux patients, donc tout en étant ouvert sur le territoire. Et ça, c'est aussi un appel aux architectes, aux concepteurs, aux programmistes pour en tenir compte dans leurs projets. Notre troisième grande partie va concerner le rôle du manager, et plus particulièrement un manager augmenté de demain qui va être, comme vous le dites, orienté vers l'humain, vers la qualité de vie au travail. Et donc, comment les managers peuvent-ils embarquer leurs équipes dans un projet de transformation? Vous avez l'un et l'autre mené l'expérience. Quelle est votre vision, Rodolphe Bourret? Alors, moi, vraiment, je pense qu'il faut transformer notre modèle d'organisation hospitalier de manière très importante. On est sur des organisations qui sont des organisations très pyramidales, très pyramidales dans nos établissements publics de santé, qui peut avoir et qui a eu son intérêt, mais je pense que maintenant il faut aller sur tout à fait une orientation beaucoup plus disruptive et aller sur des concepts qui sont des concepts de délégation forte, décentralisée, médicalisée. D'ailleurs, comme l'hôpital 2022 est en train la loi 2022 est en train de le mettre en place. Et donc, je pense qu'il faut absolument aller vers cette conception, qui est cette conception d'hôpital dit magnétique, où en fait, on donne la responsabilité et la délégation aux acteurs de terrain, aux médecins, aux soignants, voilà. Et donc, au centre hospitalier de Valenciennes, on a
cette expérimentation qui n'est plus une expérimentation, qui est maintenant un management qui est en place depuis une dizaine d'années, qui a fait ses preuves et qui est un modèle de management très décentralisé sur lequel les chefs de pôle ont à peu près 90% des délégations du pouvoir du directeur général, et ils ont la capacité d'engager des dépenses de personnel, de pharmacie. Ils ont la possibilité d'acheter du matériel biomédical. Ils ont la capacité de pouvoir acheter du matériel, des lits, etc. Donc, on leur donne la responsabilité, et en même temps de leur donner la responsabilité, eh bien, il y a des contrats qui se passent avec la direction générale de façon à ce qu'il y ait des évaluations. Donc, c'est un mode de management qui est très décentralisé, qui est basé sur la responsabilité et qui est aussi basé sur la confiance a priori, qui permet à chacun d'exercer son métier justement dans de bonnes conditions. Et quand on regarde le modèle de Valenciennes qui est en place, on voit qu'effectivement, ça donne de bons résultats, puisqu'on est un établissement qui est excédentaire sur le plan financier. On est un établissement qui arrive à être attractif, puisqu'on a pas de problème de maquette médicale, ou disons moins de problèmes de maquette médicale, certainement que les autres établissements. Hein, on n'est pas sur la Côte d'Azur, donc, mais globalement, nos maquettes médicales sont remplies. Et puis également, on voit qu'on a une implication forte de notre établissement. Par exemple, sur le Covid, les établissements ont eu cette crise à gérer, et ils se sont aperçus qu'effectivement, il fallait médicaliser la décision. Et donc, ils ont transféré en fait leur organisation sur la décision médicale. Nous, ça s'est fait naturellement, puisque c'est quelque chose que nous avions déjà en place. Et donc, on a pu assumer des grosses vagues de patients, hein, puisqu'on a eu des grosses vagues de patients. La première vague, on a eu 2000 patients. La deuxième vague, on a eu 4000 patients. Et là, sur la troisième vague, on est en train d'être supérieur à la deuxième vague. Et bien, tout ça, on a pu l'assumer de manière totale, enfin, de manière assez sereine, parce que justement, notre organisation de management médicalisée était en place. Et en fait, c'est une réorientation de notre offre de soins, en fait, que nous avons tout simplement mis en place de manière sereine. Après, ça n'empêche pas la fatigue, ça n'empêche pas les problèmes que nous avons avec des taux d'occupation importants, mais ça se fait dans une continuité. L'avantage aussi de ce mode de management, c'est comme il est en place, il apprend de ses expériences. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis en place le modèle, que ce modèle est en place, quand il y a un événement qui arrive, on gère l'événement, on apprend de l'événement, et la fois suivante, on va pouvoir se servir de cette expérience pour partir d'un point de départ qui est un point de départ relativement proche. Quand on est sur des hôpitaux qui sont très hiérarchiques, quand on a un événement, on se met en situation de gérer l'événement. Dès que l'événement est terminé, la tendance naturelle revient. Et donc, c'est vrai qu'on a un peu moins l'habitude de pouvoir acquérir de l'expérience, ou du moins acquérir de l'expérience, mais c'est douloureux. Nous, ça l'est moins. Merci, cher Rodolphe. Cher Yann, qu'en pensez-vous? Moi, je suis assez d'accord avec Rodolphe. Alors après, c'est vrai que le Centre hospitalier de Valenciennes est depuis longtemps à la pointe sur ce sujet-là. Et voilà, moi, ce que je vois surtout, c'est que en quelques années, les managers, comme on dit en santé, les directeurs, mais je vais dire managers parce que c'est pas que les directeurs. Maintenant, c'est aussi les chefs de pôle, les chefs de service, les cadres sup. Tout le monde est engagé dans le grand défi du management contemporain. D'autant que ce management, il évolue en fonction des générations, mais il évolue aussi en fonction de la société et des thèmes développés par la société. Aujourd'hui, un bon management, c'est évidemment déléguer au maximum, c'est aussi savoir constituer une équipe. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois que un bon manager, c'est celui qui sait avoir une bonne équipe, parce qu'on peut pas tout faire. Encore une fois, même quand on est
très fort et qu'on travaille beaucoup. On ne peut pas tout faire, il faut déléguer. Il faut déléguer, bien sûr, à des adjoints, mais aussi à des chefs de pôle, à des chefs de service, comme le disait Rodolphe à juste titre. Aujourd'hui, il faut aussi savoir valoriser les initiatives de terrain. On l'a dit, l'hôpital de demain, quel qu'il soit, c'est un hôpital en réseau. C'est un hôpital en réseau avec les autres établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, mais c'est également avec les professionnels de ville, avec les professionnels libéraux. Alors c'est vrai que ça fait un peu tarte à la crème parce qu'on a l'impression que ça fait des années qu'on en parle et qu'on le fait pas. Mais moi, néanmoins, je le crois et je le vois d'ailleurs dans l'épidémie actuelle. On a réussi à travailler extrêmement bien avec les cliniques privées, avec les autres hôpitaux, avec les pharmaciens libéraux, avec les médecins libéraux. Et je pense que cet hôpital en réseau, il faut vraiment travailler comme ça. D'ailleurs, vendredi dernier, on a signé un grand groupement de coopération sanitaire entre les 3 CHU de Nouvelle-Aquitaine, le CHU de Poitiers, celui de Limoges, celui de Bordeaux, tous les 3 pour créer ce qu'on avait déjà créé dans Hugo, dans le Grand Ouest. Et donc, on a créé un GCS qui s'appelle Nova, Nova comme Nouvelle-Aquitaine. Et justement, l'idée, c'est de travailler en réseau sur tout ce qui est recours, mais également sur tout ce qui est innovation, recherche, formation. Et on va travailler tous ensemble de manière à pouvoir rayonner aussi sur le territoire. Donc, un manager qui valorise les initiatives de terrain, qui sait communiquer, parce que je crois qu'on est dans un monde de communication, un mode de communication qui passe, ben oui, par les réseaux sociaux, qui passe aussi par des canaux plus classiques, mais moi j'y tiens beaucoup, je sais que je le développe beaucoup, je sais que ça peut susciter l'ironie ou le sourire, mais ça m'est totalement égal, parce que je pense que ça permet de toucher aussi des personnes qu'on ne pourrait pas toucher par des canaux classiques. Et par ailleurs, aujourd'hui, bien les jeunes générations, elles ne regardent plus le journal télévisé et elles ne lisent plus forcément les grands quotidiens. Donc, il faut travailler avec son temps, il faut être à l'écoute, il faut être dynamique, il faut être adaptable et donner de l'autonomie aux autres, parce que je crois que c'est un des grands défauts de notre société qui veut tout contrôler avec des normes très précises, avec une inflation normative extrêmement importante qui fait qu'on a peur parfois de déléguer. Mais moi, je crois beaucoup et en tout cas, c'est comme ça que je veux travailler. Et si on prend l'exemple de la qualité de vie au travail, depuis que je suis arrivé, j'ai créé une direction de la qualité de vie au travail, non pas pour faire moderne, mais pour travailler concrètement sur toutes les actions qu'on peut mettre en place au sein d'un établissement comme celui du CHU de Bordeaux. Alors, merci, merci beaucoup Yann pour cette précision tout à fait atypique. Alors, on vous a sollicité tous les deux, hein, donc Yann et Rodolphe, c'est parce que vous avez probablement aussi sans doute des profils un peu atypiques, et c'est la raison pour laquelle on avait souhaité vous interroger finalement sur le dirigeant hospitalier de demain. Sera-t-il augmenté, et si oui, sous quelle forme? Vous avez donné chacun votre propre lecture, votre propre vision, et puisque nous sommes dans une quête de leadership quelque part aussi, hein, donc parmi les dirigeants, donc c'est la raison pour laquelle on vous avait demandé, mais vous avez répondu chacun à votre manière, en insistant sans doute certainement sur certains axes qui deviennent indispensables, hein, que ce soit la communication évidemment, que ce soit la délégation le plus possible, et Rodolphe, vous avez beaucoup insisté là-dessus. Et donc, en filigrane, quand même, c'est une question qui est assez transversale, hein. Parmi celles et ceux qui nous regardent ce soir, et celles et ceux qui sont investis dans des missions de dirigeants, et notamment qui sortent de formation initiale, tout simplement, hein. Donc, qu'est-ce que vous pourriez leur suggérer, justement, pour avancer dans le sens que Rodolphe et vous-même, Yann, vous impulsez, du coup? Qu'est-ce que vous pourriez leur suggérer? Parce que il faut oser, il faut probablement, transgresser peut-être un petit peu, voilà, s'affranchir peut-être. Qu'est-ce que vous pourriez leur suggérer, cher Rodolphe, par exemple? Moi, je crois qu'il faut cultiver la gestion, la culture du risque, en fait. Il faut pas avoir peur de se lancer, et puis il faut pas avoir peur d'expérimenter. Et en fait, peut-être même ça pourrait être populationnel. En fait, on a certains pays qui
qui ont cette culture du risque. On le voit par exemple, au niveau sanitaire, le Japon, ils ont cette culture du risque sur la population avec les tremblements de terre, les tsunamis, etc. Et notre population, nous, elle est plus basée sur, on va dire, la sécurité, voilà. Mais je pense que quand on est un manager, on doit avoir cette composante qui, à un moment donné, on doit se lancer. C'est souvent ce que font les startups, les entreprises qui réussissent. En fait, on part d'une idée générale et puis petit à petit, cette idée qui est un peu générale, on la met en pratique, on la teste et puis au fur et à mesure, elle se développe. Et c'est ça qui est intéressant. Un manager, il doit avoir cette culture du risque. Après, un manager, comme on le dit, il ne travaille pas seul. Il doit avoir une autre composante qui est extrêmement importante, qui est une composante de collectif. C'est un manager, il travaille dans une équipe. Donc, il est très important d'avoir un management qui est un management collectif avec une grande solidarité. Et donc, c'est vrai que ramener de la délégation, ça donne également cet esprit collectif parce que chacun a un segment, en fait, de la part de responsabilité peut voir également ces décisions qui sont mises en œuvre et l'impact de ces décisions sur les actions qui sont entreprises. Donc voilà, donc moi je dirais la culture du risque c'est très important, la culture du collectif c'est extrêmement important, la culture de la délégation c'est extrêmement important. Le centralisme c'est terminé, on ne peut pas tout savoir. C'est impossible. C'est impossible. Il faut vraiment avoir maintenant quelque chose qui est réparti sur lequel chacun intervient à différents niveaux. Culture du risque, l'esprit collectif, la délégation. Merci beaucoup. Yann, est-ce que vous souhaitez apporter votre lecture spécifique en quelques mots, puis on va ouvrir ensuite sur les nombreuses questions qui nous attendent. Qu'est-ce que vous pourriez compléter? En quoi vous pourriez peut-être donner une spécificité aussi? Ouais, presque tout a été dit, hein, je vais pas répéter, mais moi je pense qu'il y a quand même une ouverture aux autres et une ouverture sur d'autres territoires, parce que très souvent à l'hôpital on a tendance à travailler, à rester ensemble, à travailler dans l'entre-soi, et on oublie que il faut aussi regarder ce qui se passe ailleurs. Non seulement dans les autres établissements de santé, en France et à l'étranger, mais également dans d'autres institutions ou bien même dans des entreprises et regarder un peu ce qui se passe. Mais je crois que ce qui compte avant tout, c'est de faire attention à soi et de prêter attention aux autres. Merci beaucoup à tous les deux pour tous ces éléments, pour ces conseils extrêmement précieux. Alors, nous allons commencer à prendre quelques questions directes. David Gruson, qui nous pose une question. Merci beaucoup, David, de ta présence. C'est un vrai plaisir de t'accueillir en tant que spectateur. Il vous remercie énormément et puis il vous pose à tous les deux une question. Bonsoir David, peut-être te laisser directement la poser. Oui, merci. Donc merci d'avoir organisé. Bonsoir David. Salut à tous, bravo à tous les deux. Merci d'avoir invité ces deux collègues top DG sur le sujet. Donc je vais vous demander si vous pensez que la transformation numérique qui est observée dans la crise sanitaire est conjoncturelle ou structurelle. Donc merci à tous. Je sais que vous êtes tous les deux très très engagés sur ce sujet. Merci David. Rodolphe, peut-être pour commencer. Moi, je peux dire qu'elle est indispensable, elle est toujours très insuffisante. Et donc, sur la transformation numérique, elle doit absolument être accélérée. Et c'est tous les enjeux, notamment, que sont en train de mener les travaux au niveau du gouvernement, et notamment de Dominique Pont, pour avoir des socles, puis après pouvoir déployer des solutions qui sont des solutions qui se déploient relativement facilement. Mais après, la transformation numérique, c'est aussi des transformations organisationnelles, c'est des transformations métiers. Je sais que David est très engagé sur l'intelligence artificielle, ça pose aussi des questions d'éthique. Donc, notre pays doit être absolument novateur en termes de transformation numérique et doit porter, je dirais, presque une indépendance numérique
nationale. Et donc, c'est vrai que les grands sujets de Health Data Hub, de base de données, de recherche, d'intelligence artificielle, d'éthique en intelligence artificielle, on doit tout à fait être représentatif comme un pays leader dans ce domaine-là. Et donc, moi, je suis très, très favorable à pouvoir pousser et mettre des ressources de manière très importante sur cette transformation numérique qui sont porteurs de modernité et ce sont les prochaines avancées. Hein. Merci, cher Rodolphe. Yann Bubien. Bonjour David, pour répondre à ta question, ça a été au début conjoncturel, mais c'est vite devenu structurel. Très clairement, cette transformation numérique, elle est essentielle, mais moi, j'ai non seulement toujours cru, mais j'ai toujours essayé de la faire émerger. Aujourd'hui, on ne reviendra pas en arrière sur beaucoup de sujets. Et c'est une bonne chose. Maintenant, il faut aussi en développer d'autres, et c'est pas facile au quotidien pour des raisons que l'on connaît tous, de temps, d'énergie, d'argent évidemment. Voilà, mais oui, c'est structurel. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, nous avons énormément de questions et je vais essayer de les synthétiser. Certains participants s'interrogent relativement à la formation. On n'a pas beaucoup parlé de formation, qu'elle soit initiale ou continue, mais là, c'est plus sur les formations continues. Comment voyez-vous les choses? Comment voyez-vous votre partenariat ou les collaborations avec les organismes de formation? Et puis les besoins de formation que pourraient exprimer les professionnels. Sur la formation, alors d'abord c'est un vrai sujet, la formation. Nous, en plus en CHU, ça fait partie de nos missions, une des 3 missions du CHU. Mais plus globalement, d'abord la fonction publique hospitalière, c'est sans doute la fonction publique qui forme le plus, à la fois en formation initiale et en formation continue. Donc on a déjà des budgets qui sont identifiés sur ces volets-là. Et en plus, on a besoin de formation au quotidien parce qu'on le sait, ça évolue très très vite en matière médicale, paramédicale, technologique, etc. Donc, on a besoin de formation en permanence. Moi, je crois qu'on a un modèle de formation qui fonctionne plutôt bien, en tout cas dans les CHU. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était plutôt exemplaire. Je crois beaucoup à la simulation. Quand j'étais directeur général du CHU d'Angers, on a développé à fond la simulation avec, à l'époque, le professeur Henry, avec l'université, avec Isabelle Richard. On a développé ça parce que la simulation aujourd'hui en formation, ça marche très très bien. D'abord, ça plaît aux plus jeunes générations, mais pas que. Ensuite, c'est souvent transdisciplinaire. On peut travailler en équipe, on peut travailler entre médecins, entre paramédicaux. J'avais même fait venir à Angers toute une promotion d'élèves directeurs de l'école des hautes études en santé publique pour travailler sur la simulation, parce que la simulation, elle peut être aussi en matière managériale. Donc oui à la formation, oui à continuer à se former au maximum, et oui à la simulation, parce que je crois que sur tous les domaines, on peut faire encore beaucoup mieux. Merci beaucoup. Rodolphe Bourret, quelle est votre vision? Ou peut-être même des exemples concrets qui ont pu être mis en place. Oui, la formation elle est indispensable dans nos métiers. C'est des métiers qui évoluent extrêmement vite. Et la formation, elle doit être pluridisciplinaire. Donc, c'est vrai qu'il y a les métiers de la santé, mais après, il y a l'informatique, la robotique, l'automatique, la logistique. Donc, le monde hospitalier emploie plus de 120 métiers. Donc, il est absolument important d'être très vigilant sur la formation de tout notre personnel. Et c'est vrai que se rapprocher des universités est extrêmement importante. Nous, on s'est rapproché de l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, par exemple, qui est très performante avec des écoles d'ingénieurs. Mais après, il y a des formations spécifiques sur nos modèles organisationnels, il y a des formations spécifiques, par exemple, sur les métiers d'infirmière, d'aide-soignante, etc. Et ce qui est important également, c'est toute la formation professionnelle. Parce que ce qui est important, c'est de donner aussi des trajectoires à nos agents, des trajectoires de carrière qui puissent évoluer au sein de nos établissements pour que justement ils puissent prendre de plus en plus de responsabilités, puis se sentir tout simplement bien au travail et avoir des perspectives
perspectives d'avenir, soit chez nous, soit dans votre établissement. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de travailler sur la formation professionnelle. Et puis après, il y a d'autres modèles qui peuvent être intéressants. C'est des formations un peu d'accompagnement social. Notre établissement doit être aussi en mesure de proposer des formations à des personnes qui, quelquefois, ont des difficultés à se réinsérer dans le milieu professionnel, et on doit être là en tant qu'acteur social pour essayer de les aider au mieux. Par exemple, nous, on a un exemple au niveau des brancardiers où on a un projet avec eux quand ils rentrent en tant que brancardiers sur des durées qui sont des durées souvent de 3 ans, de les amener non pas à acquérir le métier de brancardier, mais l'hôpital paye une formation à ses agents pour justement qu'ils acquièrent un métier qui peut être agent de sécurité, aide-soignant, qui peut être éducateur spécialisé. L'hôpital paye, et ce sont souvent des agents qui sont en difficulté au niveau de leur vie privée, et qu'on réinjecte dans le milieu du travail et qu'on accompagne sur des projets sociaux. Après, le monde de la formation est très vaste, et il faut pouvoir les utiliser effectivement, comme le dit Yann, la simulation est extrêmement importante. Voilà, donc tout ce qui est sujet à formation, c'est aussi un sujet qui est extrêmement important pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes. Merci beaucoup pour votre réponse respective. Alors, on a beaucoup de questions qui sont en lien aussi avec les acteurs industriels, qui s'interrogent beaucoup sur l'évolution quelque part sur le plan structurel de l'hôpital, mais j'ai employé une expression qui est très souvent employée, l'approche smart hospital, ou en lien avec aussi le fait de permettre que le patient, justement bénéficiaire de prestations de soins, puisse justement avoir, je dirais, des innovations qui soient à la disposition finalement à ses besoins en santé. Alors on est dans le contexte effectivement des innovations. Donc qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette approche smart qui est de plus en plus plébiscitée par les industriels versus expérience patient, parce que c'est aussi un autre canal qui est très très important, qui est de plus en plus évoqué aussi dans la manière de pouvoir aussi proposer une adaptation de l'offre de soins. Alors que pensez-vous un petit peu, quelle est votre position par rapport à ça, entre l'évolution technologique smart de l'hôpital, et puis de l'autre côté, évidemment, l'expérience du patient, parce qu'on parle beaucoup aussi de l'expérience patient, il ne faut pas les oublier. Quel est votre regard, un regard croisé entre Yann, Rodolphe? Alors, la balle est au centre, je vous laisse prendre la parole. Qui veut le prendre? Allez-y. Je pense que c'est pas antinomique. Effectivement, l'expérience patient elle est essentielle, et c'est bien développé. Maintenant, ça fonctionne plutôt bien. On travaille bien, c'est fini. Ce qu'on a connu il y a quelques années, des patients qui étaient parfois, en cas de représentants du patient, qui étaient un peu alignés. Maintenant, on voit bien que c'est rentré dans les mœurs, que tout le monde adhère et que ça marche très très bien. Moi, en tout cas, pour le sujet, à Bordeaux, on ouvre une université du patient. Et on va encore plus loin. Et l'université du patient, ça va être ça. Ça va être travailler avec les patients, travailler directement, non seulement à leur formation, mais également à notre formation de la part des patients. Et donc, cette université des patients, elle ouvre cette année au CHU de Bordeaux. Et moi, je crois beaucoup à ce sujet-là. Voilà. Donc, tout ça, c'est pas antinomique. Mais vraiment, moi, je me fais accompagner tout à l'heure. Je suis allé présenter dans une collectivité territoriale importante le grand projet du CHU de Bordeaux, le projet du CHU de demain. Eh bien, je l'ai fait avec la représentante des usagers, la représentante des patients qui travaille à la Ligue contre le cancer, qui s'appelle Marie-Laurent Daspas, parce que c'est très intéressant non seulement de travailler avec elle, d'avoir son regard, et moi, j'ai besoin qu'elle donne aussi l'avis des patients et des représentants de patients aux collectivités territoriales, quand moi je viens présenter un grand projet comme celui-ci, qui doit susciter aussi l'adhésion des citoyens et tous les citoyens, au-delà même des patients. Merci beaucoup. Rodolphe,
quel est votre regard entre justement la place du patient et puis les innovations technologiques, approche smart, puisque les attentes du patient quand même sont de plus en plus importantes et ça on le constate au quotidien naturellement. Alors quelle est votre perception à l'échelon, en tous les cas, d'un établissement de santé comme le vôtre? Le patient doit être partie prenante, mais ça, tout le monde le dit. Après, il faut pouvoir le mettre en situation d'être partie prenante. C'est ça la difficulté que nous avons quelquefois, c'est l'impliquer, trouver les bons représentants et puis après avoir les bons vecteurs. Donc, c'est vrai que nous, on a essayé de constituer au niveau du centre hospitalier de Valenciennes des comités des usagers. Donc, notre comité des usagers intervient à différents niveaux pour pouvoir s'exprimer. On essaye de les embarquer dans des innovations. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on les embarque dans le processus de soins. On a mis en place un label hospitalité. Et donc, ce label hospitalité, c'est ce qui concerne en fait tout le parcours de soins, l'accueil aux différentes actions de soins. Et c'est vrai que ce label hospitalité est en grande partie jugé sur les indicateurs des usagers. Et ce sont les usagers eux-mêmes qui donnent ce label au service. Et donc, on a un regard extérieur de notre façon dont on apporte la qualité des soins à nos patients. Et je pense qu'effectivement, c'est extrêmement important d'avoir ce regard extérieur, alors tant au niveau de l'hôpital qu'au niveau des groupements hospitaliers de territoire. Et donc, on a fait des formations, nous, qui sont des formations communes à l'ensemble des usagers pour qu'ils acquièrent justement cette capacité de pouvoir trouver les bonnes informations, les bons indicateurs, qu'ils aient des compétences d'évaluation. Et puis également, on travaille énormément avec les collectivités territoriales pour essayer de mettre en place les meilleurs processus de soins. Et en fait, les retours que nous avons bien souvent de ces mises en place, c'est par les collectivités territoriales, en fait, qui sont les premiers à nous dire un tel nous a félicité, un tel nous a dit que la prise en charge était très bien. Et puis également, il y a aussi les réseaux sociaux qui nous aident beaucoup à avoir cet échange avec les patients. On est aussi très présent sur les réseaux sociaux. Alors après, votre question qui concerne les smart, la position des smart industries, etc., je pense qu'il faut pouvoir trouver les moyens de travailler avec les petites, moyennes, voire les grandes entreprises. Alors, quand on est un centre hospitalier général, c'est vrai que c'est un peu plus difficile certainement que dans un CHU parce que on n'a pas toute l'organisation qui est derrière, permet de mettre en œuvre relativement facilement ces prises de contact. On voit bien qu'on est limité dans notre capacité à pouvoir répondre à la demande. Moi, je suis énormément sollicité pour des innovations, tout domaine confondu. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on peut pas répondre à tout et je le regrette. Peut-être qu'il serait intéressant de créer pour les centres hospitaliers généraux des comités de sorte d'investigation pour la recherche et l'innovation spécifiques pour pouvoir justement répondre à cette attente des différents industriels qui sont autour de nous et en fait et qui demandent qu'à travailler avec nous, qu'à avoir accès à des lieux d'expérimentation et ça nous fait un peu défaut. Alors bien évidemment, il faut respecter la loi et tous les problèmes d'éthique. Travailler sur un être humain, ça nécessite d'être très précautionneux, avoir beaucoup de sécurité et de sûreté autour du dispositif, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et si justement on veut développer cette économie de la santé, il faut absolument qu'on arrive à simplifier les règles qui régissent un petit peu les différents échanges entre nous et industriels et établissements. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Rodolphe. Et en parlant d'échanges, justement, dans quelle mesure, je vais essayer de synthétiser plusieurs questions, dans quelle mesure l'hôpital top
au top du classement, qu'il soit hôpital général ou universitaire, pourrait-il accompagner ou être en partenariat avec des établissements étrangers, des établissements privés ou encore des établissements en difficulté qui pourraient bénéficier de cette expertise ou de ce retour d'expérience pour améliorer, par exemple, la gestion de flux des urgences ou alors les problématiques d'attractivité de professionnels. Et comment généraliser ça, comment démocratiser et faire bénéficier d'autres structures avec peut-être un appui, un programme d'échange. Qu'est-ce que vous en pensez, Yann Bibien? Ah oui, effectivement. Moi, je pense que c'est d'ailleurs un défaut français. On ne capitalise pas assez sur les expériences réussies, sur ce qui marche, sur ce qui fonctionne. C'est un de nos défauts, hein, on le sait, hein, pas à l'hôpital simplement, mais à peu près dans tous les secteurs d'activité. Moi, je crois également que il faut absolument utiliser les expériences réussies pour essayer de les réinterpréter, parce qu'on peut jamais les plaquer. Après, il y a toujours une culture, il y a toujours des personnes différentes, et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que ça montre que nous sommes dans un monde humain qui évolue, et ça, c'est une très bonne chose. Alors, je crois qu'on le fait déjà. Il y a différentes manières de le faire. Si je pars du plus international dont vous parliez tout à l'heure avec les hôpitaux étrangers, il y a des possibilités de créer des filières, il y a aussi des échanges qui existent. Moi, je préside un think tank qui s'appelle le GRAPH, et ce GRAPH a aussi une rencontre annuelle avec un pays, un système de santé européen avec lesquels on travaille en amont, et puis on y va 3 jours pour discuter ensemble avec eux et pour regarder, pour échanger sur nos expériences les plus réussies. Donc on peut faire des choses. Pour les CHU, on a la possibilité de créer des filières à l'international, et certains développent des projets de ce type-là. Et puis après, on a le travail en réseau que l'on doit faire avec les autres établissements. Je vous ai parlé tout à l'heure de la création de Nova entre les 3 CHU de Nouvelle-Aquitaine. Et puis il y a les groupements de coopération sanitaire qui existent à l'échelle locale. Pour ce qui concerne la Gironde, tous les hôpitaux publics sont réunis au sein d'un GHT qui s'appelle l'Alliance de Gironde, où il y a tous les établissements, et nous travaillons ensemble là-dessus. Et d'ailleurs, en juin, nous organisons une journée avec l'ensemble de ces établissements sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, sur les expériences réussies et sur ce à quoi nous devons, sur ce que nous devons capitaliser et travailler ensemble, soit améliorer, soit développer tel quel. Merci beaucoup, Yann Bibien. Rodolphe Bourret, votre vision avant de vous donner la parole à la conclusion. Je crois qu'effectivement, il faut pouvoir travailler en réseau. Les partenariats, les groupements hospitaliers territoires permettent d'avoir des partenariats. Il faut les étendre sur la totalité des structures, qu'elles soient privées, publiques et libérales. Donc, c'est ce que nous essayons de faire. Nous, on travaille énormément avec les libéraux. Il faut avoir un maillage très fort hôpital-ville. Il faut privilégier aussi une chose qui est très importante. Effectivement, souvent, on a le peur du gros établissement de support. Il faut privilégier les zones de proximité. Il faut travailler absolument en ayant une protection des zones de proximité. Il faut que le patient, quand il est dans une zone, soit pris en charge en fonction de son niveau de gravité sur sa zone. Et puis, si effectivement sa zone ne permet pas de le prendre en charge parce que, par exemple, il n'y a pas le plateau technique suffisant, il faut qu'il puisse monter en graduation de sur les établissements en recours, que ce soit des gros CH, soit des CHU. Et ça, c'est extrêmement important. Après, moi, je crois beaucoup d'inscrire l'hôpital comme un acteur, comme je l'ai dit, médico, économique et social. Donc, nous, au centre hospitalier, on travaille beaucoup avec l'université, on travaille beaucoup avec les collectivités territoriales, on travaille aussi avec la Chambre de commerce et d'industrie. On se tourne aussi vers les initiatives européennes. C'est pas obligatoirement très simple, c'est pas obligatoirement pour un centre hospitalier accessible parce que ce sont des législations et des appels d'offres qui sont très compliqués, mais on s'y intéresse, du moins on intègre des programmes qui sont des programmes d'innovation ou de recherche dans des projets qui sont des projets européens. Je crois que tout ça nécessite en fait une vraie volonté d'un établissement de s'inscrire justement dans les partenariats. Et il faut que les partenariats soient tout azimut, c'est comme ça qu'on progresse.
Merci infiniment pour vos interventions respectives, voilà, Rodolphe et Yann, sur les différentes questions qui vous ont été proposées et sur la richesse des illustrations que vous avez proposées. On a eu bien sûr beaucoup de questions qui ont été soulevées et pour lesquelles vous avez en grande partie répondu. En tout cas, merci infiniment parce que le temps nous est compté. Effectivement, on avait envisagé 1 heure, mais voilà, vous avez essayé d'être le plus synthétique possible et pour cela, on vous en remercie chaleureusement. Toutes les personnes qui ont été présentes ce soir se sont régalées parce que je crois que vraiment, il y avait une écoute extrêmement bienveillante et on a essayé de faire en sorte, en tous les cas, de diversifier les sujets qu'on a souhaité aborder avec vous. Alors, on pourrait envisager évidemment d'autres temps pour cela, mais déjà votre temps est précieux et vous avez eu cette gentillesse en tout cas de nous accorder vraiment tous ces échanges. Alors voilà, donc toutes les personnes qui sont présentes vous applaudissent, en tout cas vous remercie chaleureusement. C'était très riche, très diversifié, très profond, de nombreuses illustrations et encore une fois on remercie les centaines de personnes qui sont présentes ce soir et puis naturellement, enfin Nada, je vais te laisser évidemment conclure comme d'habitude, mais en tous les cas vraiment cette interview était extrêmement profitable pour tous, tous les secteurs d'activité, toutes les sensibilités, tous les acteurs de l'écosystème santé. En tout cas, un grand merci Rodolphe, un grand merci Yann. Nada, je te laisse la conclusion solennelle, comme à chaque fois. Merci beaucoup, cher Jean-Luc. Un grand merci, Rodolphe. Un grand merci, Yann, de nous avoir consacré ce temps, d'avoir eu cet échange extrêmement enrichissant et inspirant. Je vous laisse la conclusion, peut-être un mot ou 3 mots chacun pour conclure et pour peut-être donner le tempo pour la suite parce qu'on est tous motivés à faire partie de la transformation de la santé. Yann, le micro est toujours ouvert, vous commencez. Merci en tout cas beaucoup pour ce webinaire, c'était vraiment très intéressant. Je suis content d'avoir fait en duo avec Rodolphe parce qu'on se connaît très bien tous les deux et c'est toujours un grand plaisir. Donc, merci à tous. Je voudrais simplement dire que le secteur de la santé, c'est sans doute le secteur qui a le plus d'avenir. Donc, on a devant nous de beaux jours et on a beaucoup de choses à développer pour tout le monde, pour nos personnels et puis pour les patients et les citoyens. Merci. Rodolphe? Merci à vous de nous avoir conviés, puis merci à Yann de ces échanges toujours très complémentaires et effectivement, on se connaît depuis très longtemps, donc c'est toujours un vrai plaisir. Voilà, et ce que peut-être effectivement à rajouter, c'est de dire que il faut oser se lancer dans les innovations destructives parce que c'est comme ça qu'on arrive à transformer notre monde, à transformer nos modèles, à transformer nos organisations et trouver du bonheur et surtout, il faut qu'on se fasse confiance les uns avec les autres et ça c'est très important. Super, merci beaucoup. Eh ben, nous avons osé lancer cette série de webinaires et nous allons continuer dans cette lancée à toujours faire rencontrer des personnalités inspirantes et puis croiser l'industrie, les mondes de la formation et puis l'hôpital. Un grand merci à tous, merci à tous les participants, merci à managersanté.com pour ce riche partenariat, merci à Bisense de nous avoir soutenus ce soir. Je vous souhaite une très très bonne soirée, portez-vous bien et à très bientôt. À très bientôt. Merci, à bientôt. Merci encore, merci à tous, à très bientôt. Au revoir.